Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans Business Africa, je suis Ronald Kato. L'initiative Ceinture et Route a permis d'apporter des milliards d'euros d'infrastructures et d'investissements à l'Afrique depuis 2013. Mais la Chine semble baisser le rythme. Les prêts pour les infrastructures ont diminué en volume, Pékin mettant l'accent sur des projets mineurs. Nous évaluerons les implications pour les pays en développement. Par ailleurs, après avoir été secouées par les récents troubles politiques, les entreprises sénégalaises soulagées par la non-candidature du président Macky Sall. Selon les estimations officielles, les manifestations violentes coûtaient à l'économie 33 millions de dollars par jour. Au Nigeria, les prix restent élevés alors que l'inflation a maintenu son cap en juin. Les détails dans un instant. Merci de vous joindre à nous. Au cours des 10 dernières années, la Chine a engagé près de 1 000 milliards de dollars pour financer des infrastructures et investir dans le monde entier dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Ce programme a fait de Pékin le principal bailleur de fonds des infrastructures en Afrique. Mais alors qu'il entre dans sa première décennie, on craint que la Chine ne change la donne en raison de ses dettes et de sa santé économique. L'initiative La Ceinture et la Route est sûrement l'une des démonstrations les plus audacieuses des ambitions économiques, diplomatiques et stratégiques mondiales de la Chine. Cette nouvelle route de la soie a contribué à financer un boom des infrastructures africaines depuis 2013 en permettant à des pays de construire des chemins de fer, des projets hydroélectriques, des routes et des aéroports tout en développant les nouvelles technologies de communication. L'initiative a également entraîné une augmentation des investissements chinois dans des domaines tels que l'industrie manufacturière, l'exploitation minière et l'agriculture. Mais en 10 ans, certains observateurs estiment que l'initiative est à bout de souffle. Pékin fait preuve de prudence et l'économie nationale peine à retrouver les niveaux de croissance pré-pandémie. Les statistiques du ministère chinois du Commerce montrent que les projets réalisés dans le cadre de l'initiative à l'échelle mondiale ont chuté de leur pic en 2016. En Afrique, le financement de l'initiative est tombé à un niveau historiquement bas en 2022, s'élevant à seulement 7,5 milliards de dollars contre 16,5 milliards l'année précédente. Les détracteurs du programme l'ont accusé d'alimenter une crise de la dette en Afrique, ce que Pékin dément fermement. Les prêts de la Chine à l'Afrique ont également considérablement diminué depuis 2020. Pékin pourrait repenser l'initiative ou attendre que le choc de la pandémie soit passé. Kanye, lui, est associé et responsable de la Chine chez Pinsent Mason et possède une expertise dans le financement des projets internationaux. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Quel bilan tirez-vous des 10 premières années de l'initiative La Ceinture et la Route et comment s'est-elle adaptée à l'évolution de l'environnement mondial ? Au cours des dernières années, vous savez, depuis le pic de 2016, un certain nombre de choses se sont passées. La première, c'est que pendant le Covid, nous avons tous constaté des baisses significatives des prêts. Je pense que ce n'est pas surprenant étant donné l'impact du Covid sur la capacité à voyager ainsi que l'impact général sur le climat des affaires. Il y a également eu, bien sûr, un certain nombre de restructurations de dettes très médiatisées impliquant des pays africains ainsi que d'autres emprunteurs. Dans l'ensemble, l'activité de la nouvelle route de la soie a quelque peu diminué, mais la composition de ce qui se passe a également changé. Historiquement, je pense que la plupart des gens considèrent cette nouvelle route de la soie comme un projet d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction plus qu'un prêt de la Chine. La situation a beaucoup évolué ces dernières années. Ainsi, la composition des financements est passée d'environ un quart des investissements au début à environ la moitié aujourd'hui. Je pense donc que nous sommes arrivés à un stade où, en 2022, les investissements et les prêts dans ce cadre représentaient environ moitié-moitié. Kanye, les prêts de la Chine à l'Afrique ont diminué ces dernières années. Comment pensez-vous que cela va évoluer dans les années à venir ? Je pense qu'il y a une forte pression pour que les entreprises et les prêteurs chinois soient beaucoup plus inclusifs. Ainsi, l'une des caractéristiques du type de financement que l'on observe dans les premiers temps est que les prêteurs chinois ont tendance à préférer faire cavalier seul. Ils accordaient donc des prêts bilatéraux. Il y a maintenant une forte pression pour que davantage de banques soient impliquées. En fait, le gouvernement chinois a demandé à impliquer des prêteurs internationaux et des institutions multilatérales lorsqu'ils accordent des prêts.
Je pense donc qu'il s'agit là d'une évolution très intéressante qui aura un réel impact. Beaucoup de gens pensent que l'ère des grands projets de la ceinture et de la route est révolue. Je parle d'aéroports à $1 milliard en Angola ou de chemins de fer à $1 milliard au Kenya. Partagez-vous ce sentiment et comment pensez-vous que les futurs projets de la BRI vont se présenter en Afrique? Il est probable que nous verrons encore quelques méga-projets, mais certainement pas autant de méga-projets à l'avenir. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que pour certains, en ce qui concerne l'Afrique, je pense que la durabilité est un sujet de préoccupation. Pour de nombreux pays, un méga-projet n'est jamais une entreprise facile. Il nécessite un énorme investissement, quel que soit le bailleur de fonds auprès duquel vous obtenez un financement. C'est de l'argent qu'il faut rembourser. Vous savez, c'est un investissement et quiconque a déjà acheté une maison se rendra compte que cela crée une charge. Deuxièmement, une grande partie des méga-projets les plus évidents ont déjà été réalisés. Ils sont terminés ou en passe de l'être. Je pense donc qu'ils s'acheminent vers une phase où l'accent sera mis sur le petit et le beau. Donc, maintenant qu'ils ont un pont, vous avez des routes, il est temps de faire des affaires. Il est intéressant de noter qu'au cours des 3 dernières années, l'activité de la nouvelle route de la soie s'est déplacée des infrastructures traditionnelles et de l'énergie vers l'industrie manufacturière. La critique selon laquelle l'initiative La ceinture et la route a alimenté une crise de la dette en Afrique. Bien sûr, la réalité est beaucoup plus complexe. Mais comment faire en sorte que les projets futurs soient plus durables et qu'ils entraînent moins de dettes pour les emprunteurs? Il faut toujours veiller à équilibrer les besoins d'investissement et les retours sur investissement. Les ressources sont toujours limitées. Je pense qu'en termes de rentabilité, de nombreux gouvernements font déjà pression pour que les entrepreneurs et les investisseurs prennent une participation à long terme dans les projets. L'époque où un entrepreneur venait construire un projet et repartait ensuite est révolue. Je pense qu'aujourd'hui, on s'attend à ce qu'une fois le projet construit, l'entrepreneur soit là pour rester. Cela contribue grandement à garantir les intérêts des investisseurs et des entrepreneurs qui sont alors alignés. Kanye, lui, ravi de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci Ronald, ce fut un plaisir. Restaurants, hôtels, compagnies de transport, presque toutes les entreprises ont été touchées par les troubles politiques survenus au Sénégal au début du mois de juin. Des violences qui faisaient perdre à l'économie sénégalaise environ 33 millions de dollars par jour. Après l'annonce de la non-candidature de Macky Sall à la présidentielle de l'année prochaine, les entreprises espèrent une ère plus prospère. Les émeutes de début juin au Sénégal ont touché de plein fouet l'économie du pays. Le patronat chiffre les pertes à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Parmi les plus touchés, l'enseigne française Auchan, qui entre 2021 et 2023 a vu une vingtaine de ses 39 magasins pillés. Le groupe, qui travaille avec plus de 2300 collaborateurs locaux, est aujourd'hui une entreprise à genoux qui surfe dans l'incertitude. Ça fait peur, parce qu'en 2021, on nous a saccagé 19 de nos magasins. On a perdu plus de 15 milliards de francs. Donc s'il y a toujours ce contexte de tension, s'il y a des attaques ou bien des saccages de nos magasins, c'est sûr et certain on va devoir mettre la clé sous la porte au Sénégal. La décision du président Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat rassure-t-elle pour autant les investisseurs? Selon cet économiste, avec l'instabilité notée ces dernières années, les risques restent encore réels. Cela, quand même, ne permet pas aux investisseurs de garantir les fruits de leur investissement. Donc au niveau interne, il y a un problème, mais au niveau externe aussi, il y a un problème d'attractivité. Or, le Sénégal avait vraiment une tradition d'un pays démocratique, d'un pays calme, et ainsi de suite. Mais avec ces manifestations, c'est vrai, il y a une accalmie, mais il y a toujours ces germes quand même qui fait qu'il y a un risque d'investir. Le risque est d'autant plus réel qu'aucun secteur n'est épargné par les saccages, pas même les investissements lourds comme le BRT qui a coûté 30 milliards de francs CFA ou encore le train express régional d'une valeur de 780 milliards de francs CFA.
Le Nigeria, toujours en proie à l'inflation, active depuis le début de l'année, la hausse des prix s'est poursuivie en juin après la fin des subventions au carburant en mai. L'inflation est à 2 chiffres dans la plus grande économie d'Afrique, mettant en difficulté épargne et revenus. Le taux d'inflation global au Nigeria s'est accéléré pour la 6e fois consécutive pour atteindre 22,79% en juin 2023, selon les données du Bureau national des statistiques. En mai, le taux s'établissait à 22,41%. Les chiffres pourraient inciter la Banque centrale du Nigeria à resserrer davantage sa politique, et ce dès la semaine prochaine, lorsque ses membres se réuniront pour fixer les taux d'intérêt. La suppression d'une subvention sur le carburant le mois dernier a contribué à l'escalade des prix, les tarifs de transport ayant grimpé en flèche du jour au lendemain. L'inflation alimentaire représente l'essentiel du panier d'inflation du Nigeria et a atteint 25,25% en juin contre 24,82% en mai. Voilà qui met fin à cette édition de Business Africa. Je suis Ronald Kato. L'actualité se poursuit à la télévision et en ligne. Rendez-vous dans le prochain épisode de Business Africa. Business Africa was presented by Turkish Airlines.